Mais comment a-t-on pu en arriver là? Une course de Formule 1 avec seulement 6 voitures au départ, l'un des plus grands fiascos de ce sport. Une affaire de pneus, de sécurité devenue très politique. Voici l'histoire du Grand Prix des États-Unis 2005 à Indianapolis. Indianapolis et la Formule 1, c'est une longue histoire de « je t'aime, moi non plus ». Les deux ont longtemps cherché à s'accorder sans jamais vraiment réussir à trouver la bonne formule. L'Indianapolis Motor Speedway est l'un des temples du sport automobile, le théâtre des 500 miles d'Indianapolis depuis 1911, l'une des 3 plus grandes courses au monde avec les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco. À la création du championnat du monde de Formule 1 en 1950, l'objectif était de rassembler les plus grandes courses de monoplace au monde et l'Indy 500 fut assez logiquement intégrée au calendrier. Elle y restera jusqu'en 1960. Le problème, c'est que cette course est très américaine dans l'âme et qu'elle requiert des spécificités techniques très différentes de tous les autres Grands Prix, si bien que les constructeurs européens ne sont pas forcément intéressés. Concrètement, Ferrari, Maserati, Cooper ne s'y rendent jamais, et inversement, les pilotes américains ne viennent jamais sur les circuits européens, ce qui fait que l'on avait un petit peu une manche isolée dans le championnat qui venait fausser un petit peu le classement. Ils ont donc fini assez logiquement par décider de se séparer. Pendant quelques décennies, la Formule 1 explore de nouveaux circuits à travers l'entièreté des États-Unis, mais ce n'est jamais vraiment l'amour fou. Et en 1998, Indianapolis et la F1 font preuve d'une volonté commune de se retrouver, mais cette fois en dehors du cadre des 500 miles. C'est une course totalement à part, il ne faut pas interférer avec. Mais voilà, ça fait 7 ans que la F1 ne s'est plus rendue aux États-Unis et un nouveau projet va émerger avec la création d'un circuit à l'intérieur de l'Oval d'Indianapolis. D'importants travaux de rénovation sont entrepris pour créer une toute nouvelle piste qui emprunte une partie du speedway, notamment la ligne droite de départ-arrivée qui est prise dans le sens inverse, ainsi qu'un virage complet de l'ovale, ces fameux virages avec une inclinaison à 9 degrés qui sont extrêmement spécifiques au circuit ovale américain. Le 24 septembre 2000, la Formule 1 est de retour aux États-Unis devant plus de 200 000 spectateurs. La course est en plus décisive pour le championnat avec l'abandon de Mika Häkkinen. Bref, le retour de la Formule 1 à Indianapolis est réussi. Mais assez rapidement, la relation entre la F1 et ses fans américains va de nouveau se compliquer. En 2002 déjà, Michael Schumacher est assuré du titre et s'amuse à essayer de terminer ex-aequo avec son coéquipier Rubens Barrichello, qui s'impose finalement pour 11 millièmes de seconde, mais la scène est vécue comme une mascarade par tous les fans américains. Et puis 2 ans plus tard, ce sont les pneus Michelin qui commencent à poser problème. Ralf Schumacher est victime d'un accident terrible et Fernando Alonso voit également son pneu se délaminer. Malgré tout, la place d'Indianapolis au calendrier de la Formule 1 n'est pas encore questionnée et c'est bien davantage l'évolution de la hiérarchie en 2005 qui va faire parler. En 2005, Ferrari tombe de son piédestal. Après 5 ans d'une domination parfois outrageuse de Michael Schumacher, les Rouges sont en grosse difficulté. La faute à un tout nouveau règlement technique destiné à les défavoriser. Il y a principalement 2 changements cette année-là en Formule 1. Déjà, le nombre de moteurs est pour la première fois limité. Chaque moteur doit effectuer au minimum 2 courses avant d'être remplacé, sous peine d'une pénalité de 10 places sur la grille. En matière de fiabilité, c'est une sacrée évolution. Et puis il y a également cette interdiction de changer de pneus pendant un Grand Prix, sauf crevaison, mais le train de pneus utilisé pour la séance de qualification doit aller au bout du Grand Prix. À l'époque, on est dans une situation un peu particulière pour nous parce qu'on a le droit d'avoir plusieurs manufacturiers de pneus en Formule 1. Aujourd'hui, tout le monde a des Pirelli et doit faire avec, mais à l'époque, on pouvait choisir entre Michelin et Bridgestone. Ferrari travaillait très étroitement avec le manufacturier de pneus japonais. À l'époque, forcément, les meilleures écuries cherchaient à participer au développement des pneumatiques, sauf qu'en 2005, vous l'avez compris, les Michelin étaient bien plus efficaces, notamment sur les longs relais, ce qui mettait en grosse difficulté les 3 écuries équipées de pneus Bridgestone, à savoir donc Ferrari, Minardi et Jordan. Retenez ces 3 équipes, c'est important, à savoir que Minardi et Jordan étaient tout simplement les 2 dernières du championnat et n'avaient toujours inscrit aucun point. Le classement justement est dominé par le jeune Fernando Alonso, même pas encore 24 ans, devant un certain Kimi Raikkonen. La McLaren est rapide mais manque cruellement de fiabilité, tandis que la Renault est bien plus constante. Et puis derrière, Ferrari est à la bataille avec BMW et Toyota pour la 3e place. Une semaine avant de se rendre à Indianapolis, les Rouges ont signé leur premier double podium de la saison au Canada, mais sont toujours en quête d'une première victoire.
Le Grand Prix des États-Unis 2005 a lieu au milieu du mois de juin sur le circuit routier d'Indianapolis, qui, comme on l'a dit, emprunte une partie de l'ovale, notamment ce fameux dernier virage, qui est une caractéristique extrêmement particulière pour les Formule 1. C'est vraiment pas le genre de virage qu'on a l'habitude de voir, et ça fait notamment peser une charge très importante sur le pneu arrière gauche. Autre difficulté pour les manufacturiers de pneus, la piste a été resurfacée pendant l'hiver en vue de l'Indy 500. Or, la filiale américaine de Bridgestone, qui s'appelle Firestone, est celle qui équipe les monoplaces qui participent à l'Indy 500, et elle a pu observer une dégradation bien plus importante, ce qui permet à Bridgestone de s'adapter en conséquence pour le Grand Prix à venir, tandis que Michelin n'a pas ces informations. Résultat, dès le vendredi, le pneu arrière gauche de la Toyota de Ralf Schumacher explose et l'Allemand percute très violemment le mur dans ce fameux dernier virage, un an après avoir subi exactement le même incident au volant d'une BMW. Bon, cette fois les conséquences ne sont pas aussi graves, mais il doit tout de même céder sa place pour la suite du week-end. Son remplaçant chez Toyota, Ricardo Zonta, est également victime d'une crevaison sur son pneu arrière gauche, heureusement dans la partie intérieure du circuit, donc pas de crash à haute vitesse pour lui. Et malgré tout cela, eh bien, la Toyota n'est pas en cause, puisqu'elle signe le lendemain la première pole position de son histoire. Bon, alors après, une voiture qui va vite ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse, mais en l'occurrence, le problème vient bel et bien des pneus Michelin, qui ne peuvent tout simplement pas encaisser la charge aérodynamique exercée sur le pneu arrière gauche. Même si les écuries ont participé à la séance de qualification comme si de rien n'était, et que les deux premières lignes sont 100% Michelin, il est clair qu'il va falloir faire quelque chose pour la course, car la situation est trop dangereuse. Michelin a constaté ces problèmes, mais ne peut pas les résoudre dans l'immédiat. Bon, des premières solutions sont envisagées, comme celle de faire un arrêt au stand tous les 10 tours, malgré l'interdiction à l'époque, sauf qu'il faudrait ramener énormément de pneus pour cela, et vous le savez peut-être, mais Michelin produit ses pneus à Clermont-Ferrand, là on est à Indianapolis, du jour au lendemain, on n'en aura jamais assez. Au matin du Grand Prix, il apparaît clair que les pneus ne permettront pas de couvrir la course normalement, alors des réunions sont organisées entre les organisateurs, la FIA, les équipes, et on essaye de trouver d'autres solutions, parmi lesquelles l'une des plus sérieuses semble être l'ajout d'une chicane dans le dernier virage pour forcer les voitures à ralentir. Mais il y a deux entités qui s'opposent à cela. Ferrari, qui est parfaitement dans son droit, leurs pneus vont très bien, ils vont pas se priver d'une victoire comme ça, et c'est logique. Si le problème vient de voitures équipées de pneus Michelin, bah c'est à elles d'en subir les conséquences. Là-dessus, c'est plutôt normal. Maintenant, pour quand même assurer un spectacle, offrir une course aux spectateurs, on envisage de courir avec la chicane, mais de n'attribuer aucun point aux écuries qui ont des pneus Michelin, ou bien d'en faire une course hors championnat. Mais là, c'est la FIA qui intervient. Son président Max Mosley affirme qu'en cas d'épreuve hors championnat, la FIA se retirera et il menace le Grand Prix des États-Unis pour les années à venir. Et puis pour ce qui est de la solution d'ajouter une chicane, de toute façon, la FIA refuse, car cela signifie changer le tracé en cours de week-end alors qu'il a été homologué, et elle serait bien évidemment responsable en cas d'accident. Malgré des heures de discussion, chacun campe sur ses positions, la FIA et Ferrari imposent de suivre le règlement à la lettre. Pour Max Mosley, c'est la faute de Michelin s'ils n'ont pas été capables de fournir des pneus permettant à leurs écuries de couvrir le Grand Prix, et il serait injuste de pénaliser Bridgestone pour cela. Et au fond, il n'a pas tort. Un temps, on suggère même aux pilotes de ralentir dans ce dernier virage afin d'éviter toute crevaison. Bah oui, sans doute, je suis pilote de Formule 1, mais je vais décider de ralentir volontairement. Bon, vous comprenez bien que ça n'a aucun sens. Si on les envoie en piste, ces pilotes vont tous aller à fond, c'est leur métier. Et c'est là qu'il y a un risque de crevaison, et c'est là que ça devient très dangereux. Sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis, les 20 monoplaces sont bel et bien présentes. Même si des rumeurs circulent, les discussions ont eu lieu en lieu clos, donc personne ne sait vraiment ce qui va se passer jusque dans le tour de formation. Et au moment de venir s'immobiliser sur la grille, la totalité des monoplaces équipées de pneus Michelin rentrent dans la voie des stands pour abandonner. Aucune solution n'a émergé. Jordan et Minardi devaient même suivre le mouvement, mais en apprenant que la première allait participer au Grand Prix, la seconde a décidé de suivre car ses points étaient bien trop importants. Si bien que seulement 6 voitures s'immobilisent sur la grille et prennent le départ, sous le regard de spectateurs incrédules qui assistent à une mascarade de course. Bon, la hiérarchie est très claire, les Ferrari s'envolent, manquent tout de même de s'accrocher après un arrêt au stand avant que les positions ne soient figées par l'écurie. Oui, sur une course à 6 voitures, on a eu droit à des consignes d'équipe. Derrière, ce sont ni plus ni moins que les 4 derniers de la séance de qualification qui s'affrontent pour le premier et unique podium de leur carrière, sachant que tous
sont des rookies. Donc ce jour-là, ils signent tous le meilleur résultat de leur carrière en Formule 1. Les Jordan sont plus rapides que les Minardi et Thiago Monteiro signe le premier podium d'un Portugais. Il est bien le seul à être heureux ce soir-là en célébrant sa 3e place. Et devant, il a fallu attendre 73 tours de course, bon 72 pour les Jordan et 71 pour les Minardi, avant de finalement observer la seule victoire de Michael Schumacher en cette saison 2005. Finalement, en ne voulant pas pénaliser Bridgestone ou créer la moindre injustice, eh bien ce sont les fans qui ont tout perdu, venus au nombre de 150 000 pour assister à l'événement, avec un prix moyen du billet à 100 $. Ils sont tout simplement dégoûtés, en colère, énervés, au point de jeter des bouteilles de plastique et des canettes de bière sur la piste. Ils finissent par déserter le circuit bien avant la fin de cette mascarade de course qui se déroule sous leurs yeux. Même si Michelin remboursera les places et offrira 20 000 billets pour l'année suivante, la fissure est plus profonde entre les Américains et la Formule 1, et Indianapolis disparaît du calendrier 2 ans plus tard au terme de son contrat. Voilà une histoire de pneus, mais aussi et surtout de politique qui a fait beaucoup de mal à la relation entre la F1 et les États-Unis, qui on l'a vu était déjà très compliqué auparavant, si bien qu'il a fallu attendre 2012 pour avoir le retour de course sur le sol américain avec l'arrivée du quota à Austin.